Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle série de tutoriels consacrés à Python. Alors Python, c'est un langage dynamique et interprété, et donc en ce sens, il ressemble beaucoup à JavaScript, on peut le classer dans la même catégorie. Alors si vous connaissez déjà JavaScript, eh bien ça peut être une excellente idée d'apprendre Python comme second langage, puisque très rapidement vous allez retrouver vos marques et vous pourrez rajouter une nouvelle corde à votre arc avec Python. Si par contre c'est le premier langage que vous décidez d'apprendre, eh bien là encore c'est une très bonne idée puisque Python est un langage qui est assez facile d'accès et en plus il a le mérite de servir pour tout un tas d'objectifs assez variés. Donc vous pouvez l'utiliser pour faire de l'automatisation, de la data, construire des applications de bureau ou bien encore de l'intelligence artificielle. Mais nous en tout cas sur cette chaîne, on va plutôt l'utiliser dans une optique de développement web et notamment on va l'utiliser côté serveur. Donc un aspect que jusqu'alors on n'a pas forcément travaillé sur cette chaîne, et c'est la raison pour laquelle on va essayer d'apprendre Python dans un premier temps pour ensuite voir comment on peut travailler sur les sites web côté serveur. Alors si vous n'avez pas encore Python sur votre machine, eh bien pour cette série, il va vous falloir télécharger Python. Donc vous pouvez vous rendre directement sur le site officiel python.org dans la rubrique Download et télécharger la dernière version de Python. Alors pour ce premier tutoriel, on va commencer tranquillement. On va juste aborder la question des chaînes de caractères. Pour ça, on va se rendre dans un dossier vierge et on va ouvrir un éditeur de texte. Alors ici, j'utilise VS Code, mais on peut utiliser n'importe quel éditeur de texte. Et on va créer un nouveau fichier avec une extension PY pour Python. Et pour les chaînes de caractères, eh bien, simplement, on pourrait déjà commencer par créer des variables. Alors, on va initialiser des variables. On va créer une variable name. Et au niveau de la valeur, on va passer une chaîne de caractères. Donc, pour ça, on ouvre des guillemets. Et à l'intérieur, on renseigne notre chaîne de caractères. On peut également utiliser des apostrophes et ça va fonctionner exactement de la même manière. Et donc, si on utilise la fonction print, on ouvre un terminal. Comme on a Python installé sur notre machine, eh bien on peut exécuter le fichier main.py. Et on a bien notre chaîne de caractères qui s'affiche dans le terminal. Alors autrement, on peut créer des chaînes de caractères en utilisant directement le constructeur. Et ici, on vient renseigner la chaîne de caractères. Au final, c'est la même chose. La première expression est juste un raccourci par rapport à la deuxième, mais fondamentalement, en arrière-plan, ce qui se passe, c'est que on instancie toujours le constructeur str pour créer des nouveaux objets qui sont des chaînes de caractères. Mais ça donne en tout cas le même résultat, et si on exécute à nouveau le script, on obtient toujours notre chaîne de caractères dans le terminal. Autre point intéressant pour les chaînes de caractères en Python, c'est le fait qu'on peut créer des chaînes de caractères sur plusieurs lignes. Alors, on va créer une nouvelle variable, et pour créer une chaîne de caractères sur plusieurs lignes, on va utiliser 3 guillemets, donc 2 paires de 3 guillemets, et on va pouvoir comme ça créer une chaîne de caractères sur plusieurs lignes. Alors ça va être assez intéressant, notamment pour des questions de développement web. Par exemple, lorsque on veut créer comme ici, eh bien, une template avec des balises HTML. Évidemment, ça va être beaucoup plus lisible d'afficher les balises sur plusieurs lignes que si on venait à afficher les balises les unes à la suite des autres sur la même ligne. Ici, à nouveau, on va utiliser la fonction print. Et voilà ce que l'on obtient. Ensuite, autre point très important qui va être la source de nombreuses erreurs lorsque on débute vraiment en Python, c'est l'histoire du casting et donc de la conversion des chaînes de caractères. Alors par exemple, si on crée une variable ici 1980, eh bien on a affaire cette fois-ci à un nombre et non pas à une chaîne de caractères, puisqu'on n'a pas mis de guillemets autour. Dans ce cas, c'est un nombre. Et donc si on essaye par exemple de faire une concaténation de ce nombre avec une chaîne de caractères, alors on va créer une phrase.
Ici, on rajoute une chaîne de caractères et on va essayer de concaténer cette chaîne de caractères avec un nombre. Et bien évidemment, l'interpréteur va nous afficher une erreur. Donc effectivement, on ne peut pas concaténer une chaîne de caractères avec un nombre. Et donc dans ce cas, comme dans beaucoup d'autres, eh bien ce qu'il va falloir faire pour éviter le problème, c'est de convertir le nombre en une chaîne de caractères. Alors pour ça, on utilise à nouveau le constructeur, et ici on vient renseigner le nombre. Alors ici on pourrait passer directement à la variable, et on va comme ça caster le nombre en une chaîne de caractères. Cette fois-ci, si on exécute à nouveau le script, eh bien ça fonctionne. Alors, autre point important, c'est la question de l'échappement des caractères. Ici, on va créer une nouvelle phrase, et par exemple, on pourrait utiliser eh bien, des apostrophes. Sauf que en français, lorsque on utilise des apostrophes, eh bien, à l'intérieur des phrases, on a également des apostrophes. Ici, par exemple, vous voyez que on a tout de suite une erreur. Alors pour ça, on peut échapper l'apostrophe avec un anti-slash. Et comme ça va permettre d'éviter les erreurs. Alors on pourrait également utiliser par exemple des sauts de ligne. Ici, on va faire un anti-slash n, et comme ça, on va faire un saut de ligne. On peut également faire une tabulation, donc anti-slash t, et comme ça, on fait une tabulation. Ensuite, on va refaire un nouveau saut de ligne et une nouvelle tabulation. Et on va mettre un deuxième langage de programmation. On va afficher notre phrase, et voilà ce que l'on obtient. Donc effectivement, on a échappé ici l'apostrophe. Ensuite, on a fait un saut de ligne avec une première tabulation, un deuxième saut de ligne et une deuxième tabulation. Donc c'est quelque chose qu'il faut bien maîtriser lorsque on veut créer des chaînes de caractères un peu plus complexes. Alors, autre opération que l'on va être amené à effectuer très régulièrement en Python, c'est le découpage des chaînes de caractères. Alors, on va créer une nouvelle chaîne de caractères et on va la découper. Alors, par exemple, si on souhaite récupérer juste le protocole, on part de la chaîne de caractères initiale et on la découpe. On va commencer à l'index 0 et on va aller jusqu'à l'index 4. Et donc, si on exécute le script, on obtient bien seulement HTTP. Alors, ce que l'on pourrait faire également, puisqu'on commence à découper à partir du début, donc à partir de l'index 0, on peut omettre cet index 0. Et Python va comprendre que l'on souhaite découper à partir du début. Si on exécute à nouveau le script, on obtient le même résultat. Alors, de la même manière, on pourrait récupérer l'URL. On va commencer à découper à partir de l'index 8. Donc après https on devrait se retrouver à la lettre G. Et on va aller jusqu'à la fin. Et donc comme précédemment, on n'est pas obligé de renseigner un index. Python va comprendre directement que l'on souhaite aller jusqu'à la fin de la chaîne de caractères. Et on obtient bien l'URL. Alors si on souhaite récupérer juste le .com, eh bien ce que l'on peut faire, c'est utiliser des index négatifs. On va commencer à découper à partir de l'index -4. -1 correspond à M, -2 correspond à O, -3 à C, et donc -4 correspond bien au point. Et on va aller découper jusqu'à la fin. On exécute, et on obtient bien juste le .com. Alors si on souhaite récupérer Google, eh bien on va commencer à découper à partir de l'index 8, et on va aller découper jusqu'à l'index -4. Et on obtient bien Google. Alors, autre chose que l'on peut faire lorsque on découpe des chaînes de caractères, eh bien, on peut également rajouter un pas. Par exemple, si on commence à découper à partir de 0, on va aller jusqu'à 18, donc jusqu'à la fin, et par contre, on va mettre un pas à 2.
Si on exécute le script, eh bien, on voit qu'on obtient en définitive une lettre sur deux. Alors on peut également utiliser ça pour une petite astuce qui va permettre d'inverser des chaînes de caractères. Ici, on commence à partir du début, on va jusqu'à la fin, et au niveau du pas, on va mettre -1 pour prendre les caractères dans l'autre sens. Si on exécute à nouveau le script, on obtient bien la chaîne de caractères à l'envers. Une autre opération que l'on est amené à effectuer assez régulièrement avec les chaînes de caractères concerne le formatage. Alors on va voir quelques exemples de ça. On va d'abord créer deux variables et on va voir comment on peut formater des chaînes de caractères en utilisant ces variables. Alors, il existe plusieurs manières de faire pour le formatage. La première manière, qui est la plus ancienne, consiste à utiliser des placeholders sous la forme %s. Là, on a un premier placeholder, ensuite on met le reste de notre chaîne de caractères, et on va rajouter un deuxième placeholder avec à nouveau %s. Et ensuite, pour le formatage, eh bien, on va mettre le symbole pourcentage, et ensuite, entre parenthèses, on va pouvoir renseigner les valeurs qui vont venir substituer les placeholders. Donc, si on exécute le script, on obtient bien notre chaîne de caractères qui a été correctement formatée. Les valeurs des variables sont venues remplacer les deux placeholders. Ça, c'est une première manière de faire que l'on peut encore aujourd'hui rencontrer dans certains scripts assez anciens. Ensuite, on a une deuxième manière de faire, et cette fois-ci, au niveau des placeholders, on va utiliser des accolades. Et pour formater la chaîne de caractères, on va utiliser la méthode format, et à nouveau, entre parenthèses, on va pouvoir renseigner nos deux variables qui vont venir remplacer les placeholders. Si on exécute le script, on obtient exactement le même résultat que précédemment. Alors notez également qu'avec cette deuxième manière de faire, on peut mentionner l'ordre à l'intérieur des placeholders. Par exemple, ici, on va inverser l'ordre des variables. Si on exécute le script, on a bien les deux variables qui ont été interchangées. On peut également utiliser des arguments nommés à l'intérieur des accolades. Au niveau de la méthode format, eh bien, on va pouvoir utiliser les arguments nommés également. Si on exécute le script, cette fois-ci, on a à nouveau l'ordre qui est inversé. Ça, c'est les manières de faire qui sont un peu plus anciennes, mais aujourd'hui, la manière que on va utiliser principalement pour formater des chaînes de caractères en Python, eh bien, ça va être ce que l'on appelle des f-strings. On commence avec la lettre F, ensuite on ouvre des guillemets, et ici à l'intérieur, on va pouvoir renseigner directement le nom de nos variables. Vous voyez que c'est une syntaxe qui est beaucoup plus courte et beaucoup plus élégante que les précédentes, et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, c'est la manière de faire qui est privilégiée. Alors bien sûr, on n'est pas obligé d'utiliser systématiquement des chaînes de caractères au niveau des variables lorsque on formate une chaîne de caractères. On pourrait par exemple utiliser un dictionnaire. On va créer rapidement un dictionnaire avec simplement deux clés. À nouveau, on va utiliser les f-strings pour le formatage. Et entre les accolades, ici, on va venir chercher notre dictionnaire et on va aller regarder dans la première clé. Ensuite, on continue notre chaîne de caractères. On utilise un deuxième placeholder et cette fois-ci, on va aller regarder dans la deuxième clé.
On exécute le script, et voilà ce que l'on obtient. Et à l'intérieur des accolades, eh bien, on pourrait avoir des expressions plus compliquées. Par exemple, ici, comme on a affaire à une chaîne de caractères, eh bien, on peut utiliser les méthodes sur les chaînes de caractères. Par exemple, la méthode uppercase pour mettre en majuscule. Et par exemple, ici, au niveau de l'âge, au lieu d'utiliser le dictionnaire, eh bien, on pourrait avoir une expression calculée, par exemple, 2 fois 10. Et ça va fonctionner. Alors, comme on l'a vu avec l'expression calculée ici, on peut tout à fait utiliser des nombres à l'intérieur des chaînes de caractères formatées. Par exemple, ici, on va créer une première variable pi et on va également créer une autre variable avec un grand nombre. On va mettre par exemple 1 milliard. À nouveau, on va utiliser des f-strings. On ouvre le placeholder, on vient bien renseigner notre variable pi, sauf que cette fois-ci, on va spécifier le formatage. Alors pour ça, on utilise toujours les deux points. Et ici, par exemple, on va vouloir notre nombre pi avec deux chiffres après la virgule et un arrondi. Donc pour ça, on utilise .2f. Et si on exécute le script, on a bien notre nombre pi qui a été arrondi à deux chiffres après la virgule. Alors si on met 3 ici à la place de 2, on a bien un arrondi à trois chiffres après la virgule cette fois-ci. Alors pour le deuxième nombre, le grand nombre, comme il est difficilement lisible avec tous les zéros, eh bien ce que l'on pourrait faire, c'est utiliser un autre formatage. Donc on ouvre notre placeholder, on vient bien renseigner le nom de notre variable, et on vient spécifier à nouveau le formatage avec les deux points, et on va mettre cette fois-ci une virgule. On exécute le script, et cette fois-ci, on a une virgule entre les groupes de trois chiffres, et donc le nombre est un peu plus lisible. Alors on pourrait aussi tout à fait combiner les formatages. Par exemple ici, on a rajouté la virgule entre les groupes de trois chiffres, mais on pourrait tout à fait rajouter derrière un formatage avec un arrondi à deux chiffres après la virgule. Cette fois-ci, on a les deux formatages combinés ensemble. Alors ce que l'on pourrait faire également, par exemple, c'est obtenir eh bien, notre nombre en binaire. Pour ça, après les deux points, on va utiliser simplement la lettre B. Et on a la représentation binaire de notre nombre. On pourrait avoir également le nombre avec la notation scientifique, et pour ça, on utilise la lettre majuscule E. Et on obtient bien la représentation scientifique de notre nombre. Alors d'autres choses que l'on pourrait faire également, toujours pour formater les nombres. Ici par exemple, pour changer un peu, on va créer une boucle. On va boucler entre 1 et 10. À chaque fois, on va créer une phrase. Et pour chaque itération, alors cette fois-ci, on va pas utiliser une f-string, on va utiliser la méthode format. Donc on renseigne simplement un placeholder. Ici, à chaque fois, on va remplacer notre placeholder par la valeur de i à chaque itération. Et ici, on peut, comme précédemment, spécifier le formatage. Par exemple, on pourrait vouloir systématiquement trois chiffres. Alors pour ça, on va mettre 0,3 et on va, dans la foulée, simplement afficher notre phrase. Et donc, on a bien notre boucle qui va de 1 à 10, et à chaque fois, on a bien toujours trois chiffres. On a rajouté un padding avec des zéros à chaque fois devant, pour avoir systématiquement trois chiffres. On va créer encore une autre boucle
Et cette fois-ci, par exemple, on va faire un petit calcul. On va passer à chaque fois à la ligne. On va afficher notre nombre et on va le diviser par 4,3 et on va afficher le résultat sous la forme d'un pourcentage. Alors pour ça, on utilise toujours les deux points et ici on va mettre 0,2%. On lance le script et on a bien le résultat sous la forme à chaque fois d'un pourcentage. Voilà un peu ce que l'on peut faire avec le formatage des chaînes de caractères. Alors pour conclure sur ces questions de formatage, on va aborder le cas des dates. C'est important lorsque on apprend un langage de programmation de savoir comment on peut afficher correctement une date à l'utilisateur. Alors on va importer le module datetime et on va également utiliser local pour mettre les choses en français. Alors ici on va mettre fr et on va créer une date. On va créer un objet date. Pour ça on utilise le constructeur datetime. Ici on vient renseigner d'abord l'année, ensuite le mois et le jour. Si on essaye d'afficher cet objet date dans le terminal, voilà ce que l'on obtient. Alors c'est pas forcément très lisible pour l'utilisateur. C'est là qu'intervient à nouveau, eh bien, le formatage des chaînes de caractères pour afficher la date correctement. Alors on va utiliser ici une f-string. Comme d'habitude, on a notre placeholder. Ici, on vient renseigner la variable. On a les deux points pour spécifier le formatage. Et pour la date, eh bien, on peut utiliser %d pour le jour. On va mettre %b majuscule pour le nom du mois en toutes lettres. Et %y majuscule pour l'année. Et donc ici, au niveau du formatage, on peut faire vraiment ce que l'on veut. Si on veut juste, par exemple, le jour et le mois en toutes lettres, on peut faire ça comme ça. Si on souhaite, par exemple, rajouter des tirets du bas entre le jour, le mois et l'année, on pourrait rajouter les tirets du bas comme ceci. Alors nous, on va laisser simplement des espaces. Mais en tout cas, on peut faire vraiment ce que l'on veut au niveau du formatage. Si on lance le script à nouveau, on a bien notre date qui s'affiche exactement telle que on l'a spécifié dans notre chaîne de caractères avec le formatage. Alors on pourrait faire par exemple quelque chose d'un peu plus compliqué pour voir d'autres options de formatage. On va afficher par exemple le jour. Alors pour ça on utilise %A et on pourrait même afficher le numéro qui correspond au jour dans l'année. Alors pour ça on utilise %J comme ceci. On lance le script et voilà ce que l'on obtient. Alors bien sûr, on n'est pas obligé d'apprendre par cœur toutes ces options de formatage. Il suffit juste de se référer à la documentation officielle de Python et on peut retrouver comme ça toutes les options de formatage pour les chaînes de caractères et en particulier pour les dates. On va encore montrer juste quelques derniers exemples pour les dates. C'est important de bien savoir manipuler les dates. Alors ici, on va récupérer la date du jour. Pour ça, on peut utiliser la méthode now sur datetime. Et comme ça, on récupère la date du jour. Ici, normalement, on a notre objet date. Et donc, on peut également transformer cette date en une chaîne de caractères en utilisant une méthode. Alors pour ça,
On prend notre objet date et sur l'objet date, on va avoir une méthode qui donc strf time, string from time. Donc ici, on va pouvoir transformer la date en une chaîne de caractères. Et ici, au niveau de l'argument de la méthode, on peut passer le formatage que l'on souhaite. Par exemple, on va reprendre à peu près le même formatage que l'on avait utilisé tout à l'heure. On exécute le script et voilà ce que l'on obtient. On a bien transformé notre date en une chaîne de caractères grâce à la méthode string from time. Et on peut faire aussi l'opération inverse. Par exemple, si on a une date sous la forme d'une chaîne de caractères, on va mettre ici 23 août 2024, eh bien on va pouvoir convertir cette chaîne de caractères en un objet date. Alors pour ça, on utilise la méthode strptime sur datetime. En premier argument, on vient passer notre chaîne de caractères. Et en deuxième argument, il faut quand même spécifier le formatage pour que Python puisse interpréter la date correctement. Ici, on va lui indiquer que notre date, au niveau de la chaîne de caractères, elle a le format suivant. D'abord le jour, ensuite le mois en toutes lettres, et ensuite l'année. Comme ça, on devrait récupérer notre objet date. Et on a bien effectivement notre objet date qui correspond au 23 août 2024. Donc on peut passer d'une chaîne de caractères à une date et d'une date à une chaîne de caractères. Ça fonctionne dans les deux sens. Alors maintenant, il ne reste plus qu'à voir les méthodes associées aux chaînes de caractères. Il en existe beaucoup et elles sont plutôt pratiques. D'ailleurs, si vous voulez voir la liste des méthodes, vous pouvez utiliser la fonction dir. Ici, en argument, on va passer le constructeur des chaînes de caractères et ça devrait nous lister comme ça toutes les méthodes associées aux chaînes de caractères. Vous voyez qu'il en existe beaucoup, on ne va pas toutes les passer en revue, mais on va voir les plus importantes. Notez aussi au passage que si vous ne savez pas ce que fait une méthode, vous pouvez utiliser la fonction help. Ici, par exemple, on va aller regarder ce que fait la méthode lower. Et Python nous explique que la méthode lower sur les chaînes de caractères permet de retourner une copie d'une chaîne de caractères convertie en minuscules. Alors on va voir quelques exemples de ça. On va créer une variable avec une chaîne de caractères qui contient à la fois des lettres en minuscules et en majuscules. Comme on vient de le voir avec la fonction help, la méthode lower permet de retourner une copie d'une chaîne de caractères en minuscules. Donc en réassignant la valeur de message, cette fois-ci, on devrait se retrouver avec une chaîne de caractères tout en minuscules. Et c'est bien ce qui se passe ici. Autrement, on a également accès à la méthode upper qui va mettre toute la chaîne de caractères en majuscules. On peut également utiliser la méthode swapCase pour inverser la case. À ce stade, on a converti notre chaîne de caractères en minuscules en réassignant la valeur de message ici. Et donc lorsque on va appliquer la méthode swapCase sur message, on devrait à nouveau se retrouver avec une chaîne de caractères tout en majuscules. On peut également utiliser la méthode title qui va mettre la première lettre de tous les mots de la phrase en majuscules. Donc c'est une méthode qui est très pratique. Dans le même ordre d'idées, on peut également utiliser la méthode capitalize qui va mettre uniquement une lettre majuscule sur la première lettre de la phrase. Ensuite, on va avoir accès à différentes méthodes pour effectuer des recherches au sein de la chaîne de caractères. On peut utiliser la méthode index qui va nous retourner la position de la première occurrence
de la lettre que l'on va rechercher. Par exemple, ici, on va mettre L. Et Python nous retourne l'index 2, puisque c'est bien à cet index 2 qu'apparaît pour la première fois la lettre L. Alors d'ailleurs, on peut mettre plusieurs lettres. Si on met LE, eh bien Python nous retourne l'index 11, puisque c'est à partir de cet index 11 que pour la première fois apparaît la lettre L suivie de la lettre E. On peut également utiliser la méthode find. On va passer à nouveau la lettre L et on va remettre la lettre L dans la méthode index. Et ici, on pourrait croire que les deux méthodes font exactement la même chose, c'est-à-dire qu'elles nous retournent l'index. Mais en réalité, là où elles vont différer, ces deux méthodes, c'est si par exemple, on vient rechercher une lettre qui n'est pas présente dans la chaîne de caractères. Si on essaye de rechercher la lettre Z avec la méthode index, eh bien ça va nous retourner une erreur puisque la lettre n'est pas présente dans la chaîne de caractères. Et ça, c'est pour la méthode index. Par contre, si on fait la même chose avec la méthode find, eh bien ça va nous retourner -1. Et c'est là la différence entre les deux méthodes. Alors on peut également rechercher à partir de la droite. Pour ça, on va utiliser rfind, rightfind, et ici à nouveau on va rechercher la lettre L. Et ça nous donne l'index 11, puisque c'est bien l'index qui correspond à la lettre L si on commence à rechercher à partir de la droite. Alors ensuite, on va avoir accès à différentes méthodes qui vont permettre d'effectuer des vérifications sur les chaînes de caractères. Par exemple, ici, on peut utiliser la méthode isAlpha qui va retourner true uniquement si tout ce qui se trouve à l'intérieur de la chaîne de caractères correspond à des lettres. Donc on obtient bien true, par contre, si on rajoute un chiffre à l'intérieur de notre chaîne de caractères, cette fois-ci on obtient false. On peut également utiliser la méthode isLower qui va retourner true uniquement si toutes les lettres de la chaîne de caractères sont des minuscules. Ensuite, on va créer une autre variable avec une chaîne de caractères qui contient des chiffres. Et cette fois-ci, on va utiliser la méthode isDigit. Et on obtient bien true puisque dans notre chaîne de caractères, il y a uniquement des chiffres. Alors par contre, si on crée une chaîne de caractères qui contient à la fois des lettres et des chiffres, on peut utiliser par exemple la méthode isAlnum qui va retourner true uniquement s'il y a ou bien des lettres ou des chiffres ou les deux. Alnum pour alphanumérique. Autrement, eh bien, on peut utiliser, par exemple, si on crée une chaîne de caractères avec uniquement des espaces à l'intérieur, on peut utiliser la méthode isSpace. Et à nouveau, on a true puisque la chaîne de caractères ne contient que des espaces. On pourrait également créer une variable qui s'apparente à un titre. Et sur cette variable, on peut utiliser la méthode isTitle qui va retourner true s'il y a bien une majuscule sur la première lettre de chaque mot. Ensuite, on va pouvoir utiliser la méthode isAscII qui va retourner true s'il n'y a que des caractères ASCII à l'intérieur de la chaîne de caractères. Donc cette fois-ci, on obtient false puisque dans notre chaîne de caractères, on a un O avec un tréma qui ne fait pas partie de la table des caractères ASCII. Et enfin, on a deux autres méthodes très pratiques. Alors ici, on va reprendre notre variable message que l'on avait créé juste au-dessus. Et on va utiliser sur cette variable starts with. Et ici, par exemple, on va passer salut.
Et on obtient bien true puisque notre message commence bien par le mot salut. Et de la même manière, on va avoir accès à la méthode ends with, et ici on va passer monde. Et à nouveau, on devrait avoir true. Ensuite, on va avoir différentes méthodes qui vont permettre de modifier les chaînes de caractères. Si on reprend notre variable message, on peut utiliser la méthode replace pour remplacer salut par hello. On exécute le script, et voilà ce que l'on obtient. Ensuite, si on essaye par exemple de réassigner notre variable message, ici on a une phrase mais qui est précédée par des espaces. Alors si on affiche le message dans le terminal, on a bien notre phrase précédée par les espaces. C'est un problème qui peut arriver assez souvent, et pour solutionner ce problème, on peut utiliser la méthode strip qui va justement retirer tous les espaces superflus qui se trouvent au début ou à la fin d'une phrase. Ensuite, on va créer une autre variable avec un fichier, et on peut utiliser sur cette chaîne de caractères la méthode remove suffix, et on va retirer .png. Et on obtient juste le nom du fichier. Alors notez qu'on pourrait obtenir ce même résultat en utilisant d'autres moyens. Par exemple, si on utilise à nouveau la méthode strip, on peut également retirer l'extension. Une autre manière de faire consisterait à utiliser le découpage des chaînes de caractères, comme on l'a vu tout à l'heure. On va commencer à découper à partir du début, et on va aller jusqu'à l'index -4. Donc on va retirer les 4 derniers caractères de la chaîne, et on obtient toujours le même résultat. En parallèle de la méthode remove suffix, on peut également utiliser sur website, une variable que l'on avait créée précédemment, la méthode remove prefix, et on va supprimer https : et on obtient juste google.com. Ensuite, si on crée une nouvelle variable texte avec cette fois-ci du texte qui est à la fois en anglais et en japonais, ça peut être problématique dans certains scénarios, alors on pourrait encoder le texte. On utilise la méthode encode, et ici on va encoder en UTF-8. Si on affiche le texte encodé, eh bien peu importe que l'on ait des caractères en anglais ou en japonais, on a ici le texte qui a été encodé en UTF-8. Alors on va rapidement réassigner notre texte, et une autre petite astuce que l'on peut utiliser sur les chaînes de caractères en Python, on va pouvoir les multiplier. Par exemple, si on multiplie par 3 notre variable texte, on obtient 3 fois notre texte. On peut également utiliser une autre méthode qui peut être pratique dans certains cas, c'est la méthode zfill. Ici, on va mettre 6, et comme ça, on aura systématiquement 6 caractères. Donc ce qu'elle va faire, cette méthode, c'est qu'elle va rajouter des zéros en plus au début pour obtenir le nombre de caractères que l'on a précisé ici en argument. On avait déjà 4 caractères dans notre texte, et la méthode a rajouté 2 zéros en plus pour obtenir 6 caractères. Pour terminer avec les méthodes, on va voir quelques méthodes qui permettent d'interagir à la fois avec des chaînes de caractères et des listes. On va créer une liste ici avec 3 éléments à l'intérieur, et on pourrait comme ça créer un slug. On va mettre un tiret, et on va joindre la liste. Si on affiche le slug dans le terminal, on obtient bien une chaîne de caractères basée sur
les différents éléments de notre tableau qui ont été joints avec des tirets. Alors de la même manière, on pourrait créer une phrase, il suffirait de joindre ici avec des espaces. On affiche la phrase et voilà ce que l'on obtient. À l'inverse, si on a une chaîne de caractères avec des résultats séparés par des points-virgules, par exemple, on va pouvoir créer une liste à partir de cette chaîne de caractères. Pour ça, on utilise la méthode split et on va venir éclater la chaîne de caractères au niveau des points-virgules. Et on obtient bien une liste. Dans le même ordre d'idées, on peut également utiliser une autre méthode, c'est la méthode partition, et ici on va venir partitionner au niveau du égal. Et voilà ce que l'on obtient. Enfin, on va également pouvoir éclater une chaîne de caractères au niveau du saut de ligne. Si on a une chaîne de caractères sur plusieurs lignes, on peut utiliser la méthode split lines et on récupère à nouveau un tableau. Alors si on souhaite quand même conserver les sauts de ligne au niveau des éléments de notre tableau, on peut utiliser l'argument keepends et on va venir conserver les sauts de ligne. Et comme ça, on a bien nos différentes chaînes de caractères avec à chaque fois le saut de ligne à la fin. Donc ça peut être plutôt pratique dans certains cas. Et alors pour conclure cette vidéo, on va terminer avec un exemple un peu plus concret. Ça va nous permettre de voir justement comment on peut manipuler les chaînes de caractères dans la pratique. Alors je vais commencer par rajouter dans le répertoire des fichiers au format texte. Ce sont des fichiers qui sont vides, mais qui ont des noms assez similaires, et donc on va pouvoir travailler sur les noms de ces fichiers. On va commencer par importer le module globe, dont on reparlera sans doute dans une prochaine vidéo. Mais en tout cas, ce module globe, il va permettre de récupérer les chemins d'accès des fichiers. Alors pour ça, on utilise la méthode globe, et ici, on va récupérer tous les fichiers avec l'étoile qui ont une extension en .txt. Et on va déjà afficher notre variable dans le terminal. Et on obtient une liste avec les différents chemins d'accès des fichiers, et à chaque fois on a affaire à des chaînes de caractères. Comme on a une liste, on va pouvoir boucler sur la liste de chemins d'accès, et on va commencer par récupérer uniquement les fichiers qui ont été créés en 2024. On remarque que dans notre liste de fichiers, on a notamment un fichier qui a été créé en 2023. Et nous, pour l'exemple, on va vouloir exclure ce fichier. Alors pour ça, il suffit de rajouter une condition dans la boucle, et on va prendre uniquement les fichiers qui commencent par 2024. Et donc à ce stade, si on affiche les fichiers dans la boucle, on a bien uniquement les fichiers qui ont été créés en 2024. Alors ensuite, ce que l'on pourrait faire, c'est récupérer uniquement la date sous la forme d'une chaîne de caractères. Pour ça, on peut utiliser la méthode que l'on a vue, remove suffixe, et on va se débarrasser de l'extension. On va afficher notre nouvelle variable dans la boucle, et cette fois-ci, on a bien juste les dates, avec à chaque fois l'année, le mois et le jour qui sont séparés par des tirets du bas. Alors si on souhaite récupérer indépendamment l'année, ensuite le mois et le jour, on peut utiliser sur la chaîne de caractères la méthode split, et on va venir éclater au niveau du tiret du bas. Et ici, par exemple, on pourrait créer un dictionnaire, et au niveau des clés, à chaque fois, on va reprendre les différentes variables,
comme ceci. Donc ça pourrait être pratique si on souhaite sauvegarder par exemple dans une base de données indépendamment des objets avec l'année, le mois et le jour. Et voilà ce que l'on obtient dans la boucle. Alors, autre chose que l'on pourrait faire, c'est par exemple créer des objets dates. Pour ça, on utilise le module datetime. On a une méthode qui permet de créer des objets dates à partir d'une chaîne de caractères. Ici, on vient passer la chaîne de caractères. Et en deuxième argument, il faut spécifier le format. Alors, le format de notre chaîne de caractères, c'est bien d'abord l'année, ensuite un tiret du bas, ensuite le mois en chiffres, ensuite un nouveau tiret du bas, et enfin le jour. Et donc comme ça, on va pouvoir créer à chaque fois des objets dates. Et voilà ce que l'on obtient. Alors forcément, pour l'utilisateur, c'est pas forcément très lisible. Alors ce que l'on pourrait faire, c'est créer du texte. Et ici, on va utiliser la concaténation. Et on va venir recréer une nouvelle chaîne de caractères à partir de notre objet date. Pour ça, on utilise la méthode string from time. Et ici, on va passer le format que l'on souhaite pour notre chaîne de caractères. On va vouloir d'abord le jour, ensuite le mois en toutes lettres. Pour ça, on utilise pourcentage %B. Et enfin, l'année. Et voilà ce que l'on obtient. Alors enfin, ce que l'on pourrait faire, par exemple, si on souhaite créer une template HTML, eh bien on pourrait créer une variable ici pour un tag qui va être un titre. Et ici, on va utiliser une f-string. On va venir mettre notre tag à chaque fois. On va bien fermer la balise. Et entre les deux balises, on va venir passer le texte. On exécute à nouveau le script. Et voilà ce que l'on obtient. Donc c'est tout à fait le genre de manipulation que l'on fait couramment en Python avec les chaînes de caractères. Et c'est ainsi que s'achève cette vidéo. Alors j'espère que ça vous aura plu. Et je vous dis à très bientôt pour un autre épisode de la série sur Python.